Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture shoujo manga. Allons-y. On a donc, qu'est-ce qu'on a présenté? On a pas mal de titres, on a 5 titres. Dont des très gros coups de cœur. Ah oui. Et d'ailleurs, je commence par première lecture. Un titre que j'ai tellement aimé que j'en ai fait une chronique. Parce que c'est fantastique. Tokyo Talaleba Girls au Lézard Noir, qui sera une série en 9 volumes. Et dont on a tellement aimé le titre qu'on a regardé toute l'adaptation en drama. En drama, qui est disponible en France chez Viki Rakuten. Genre on s'est abonné à Viki exprès pour ça, quoi. Ouais. Donc génial. Donc Tokyo Talaleba Girls, Tokyo Talaleba Musume de son titre japonais, est publié chez Kodansha au Japon et pré-publié dans le magazine Kiss. Voilà, donc un public plus mature, la tranche la plus haute du shoujo manga, mais toujours shoujo manga. Du coup, ça se reconnaît notamment parce que les héroïnes ont un peu moins de la trentaine. Elles ont 33 ans. Elles sont plus jeunes dans le drama, elles ont 3 ans de moins. Mais oui, dans le drama, t'es là. Ah ouais, elles sont encore fraîches. Elles ont 33 ans, d'où le fait d'avoir le 33 qui est en collier sur l'héroïne ici. Et effectivement, elles sont en quête d'un équilibre entre leur vie professionnelle qui est bien active et puis leur vie personnelle et la pression sociale du mariage. Mais c'est vraiment un titre qui est dans l'air du temps. C'est plus l'envie du bonheur, en fait. Oui, c'est plus l'envie du bonheur. Ouais. Donc, voilà, il y en a une qui écrit des scénarios pour des dramas, il y en a une qui s'occupe de manucure et l'autre qui tient avec son père un izakaya. Et en fait, à la lecture de ce titre, ou plutôt, si on a voulu lire ce titre, c'est parce qu'on a lu plusieurs œuvres de l'auteur. Oui. Akiko Higashimura, donc on a lu Princesse Jellyfish et puis surtout récemment chroniqué Trait pour Trait. Voilà, et donc c'est suite à Trait pour Trait que la curiosité a été éveillée en se disant on aimerait en savoir plus sur cet auteur. En fait, surtout pour toi, parce que Tokyo Talaleba Girls, j'avais lu la version anglaise. J'avais lu les 2 premiers tomes en version anglaise, puisque c'est un titre qui est publié depuis 2 ans en Angleterre, et parce qu'au Japon, c'est un titre extrêmement mis en avant. Ouais, très mis en avant. Et l'autrice, Akiko Higashimura, c'est vraiment une autrice très en vogue, bien mise en avant dans des épisodes pas dans des épisodes de drama, mon Dieu. Elle est très mise en... Au secours! Mais je sais pas, je peux pas deviner. Elle est très mise en avant dans des émissions télévisées, où on la voit aussi dans des articles de presse, donc c'est vraiment une sorte de star. Donc voilà. Moi en fait c'est surtout parce que dans Trait pour Trait, tu vois, t'avais un ton qui était particulièrement... je vais dire ailleurs, disons dans l'autodérision, elle est vraiment hyper cash. Et donc je me suis demandé comment ça allait être pour Tokyo Talaleba Girls. Alors là, t'es pas déçu, hein. Mais en fait, en lisant le premier tome, j'ai limite plutôt bof aimé parce que les 3 protagonistes, en fait, elles sont hyper médisantes. Et c'est un peu un trait de caractère que j'aime pas trop, quoi. Le mépris, se dire « Ah ouais, moi je suis mieux que les autres ». Puis en fait, dans le drama, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure, elles se rendent compte qu'à force de s'être mises sur un piédestal, elles vont finir vieilles filles. Alors que les autres, elles ont fait de leur mieux pour trouver leur voie, pour trouver un époux, pour trouver un bonheur en tant que femme. Donc, du coup, ça remet les choses en perspective. Au début, si tu t'arrêtes juste au premier tome, t'es là, ah les garces. Par contre, c'est super drôle. Hein. Ouais, et puis il y a 2 petites stars, les petits l'étance de morue et le foie. C'est quoi les stars? Tala et Leba. Voilà, Yaka et Faucon en version française, qui ont même un spin-off dédié au Japon et qui. C'est plutôt et si. C'est 2 formes grammaticales en japonais pour dire et si, conditionnel. Et c'est un peu avec des si, tu mets pareil en bouteille, c'est ça? Ouais. Ou en boîte? Bouteille. En bouteille. Et là, ici, donc du coup. C'est des filles qui se projettent tout le temps dans du conditionnel et dire et si moi, je tombe sur un prince charmant, et si moi je réussis, et si. Et en fait, le si ne se réalise jamais. Voilà, ça cristallise leurs éventualités. C'est hyper bien vu. Hein. C'est bien vu. Ce jeu de mots, c'est hyper marrant.
Voilà, donc c'est vraiment un titre qui traite de problématiques d'adultes, ultra bien traité, c'est super bien dessiné, ça a tellement eu de succès qu'il y a carrément une saison 2, entre guillemets, en manga. Qui va sortir ? Qui a déjà commencé, il y a déjà 3 tomes reliés, toujours associés à Kiss chez Kodansha. Et en fait, par rapport à un shoujo, tu sais, tu dis par exemple, quand il y a un personnage masculin qui va arriver alors qu'elles sont en train de pleurer, il va se comporter d'une manière chevaleresque, il va être gentil, prévenant, bienveillant et tout. Lui, quand il arrive, bah lui, l'image est bien choisie. T'as envie de dire, c'est une peste aussi, c'est une gare, c'est envie de le baffer. Ah bah là, ça commence bien, hein. Continuez vos yakafoko en vous enfilant de la laitance de morue, bande de yakafokon. Donc c'est vraiment, ça situe le personnage. Hein. Puis c'est assez réaliste dans le fait que tu vas pas tomber que sur des gens hyper gentils direct. Quoi. Là, il est de mauvaise humeur, bon bah il te parle comme ça et voilà. Voilà, ça tranche avec ce que tu peux lire visuellement. Tout à fait, voilà. Mais c'est très drôle. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'était vraiment drôle. Bien vu et très drôle. Et clairement dans le Tokyo qu'on connaît, alors du coup, à toi, si vous aimez dès que Harajuku, c'est un monde que tu connais, Meiji Jingumae, tout surtout ce dans le quartier-là. drama, on connaît tous les coins. Bah, là aussi, hein, dans les dessins, en fait, les stations, mais c'est vrai que dans le drama, forcément, c'est tourné sur les vrais lieux. Surtout clairement, c'est les quartiers qu'on a beaucoup fréquentés à Harajuku. Voilà, donc gros coup de cœur, allez voir la chronique dédiée si vous voulez en savoir plus. La chronique de Morgane. Voilà, sachant que de la même auteur, j'ai aussi fait une chronique de trait pour trait. Yes, des chroniques miroirs, comme tu dis. Oui. Alors, deuxième lecture. Deuxième lecture, un shoujo manga en 2 tomes qui vient de paraître chez un éditeur dont on n'est pas tant habitué qu'il sorte des shoujo manga. C'est chez Kurokawa, Secret Innocent World. Au Japon, ça paraît chez Shueisha, et non pas chez Margaret, mais chez Cookie. Donc voilà, on est toujours dans la tranche haute du shoujo manga. Voilà. Et pour cause... l'héroïne, elle a 22 ans, je crois, où elle est dans le monde du travail, quoi. Ouais, c'est une office lady. Jeune travailleuse. Voilà. On la voit tout de suite, effectivement, jeune travailleuse qui a une double vie, parce que tout le monde a ses passions. Et bien, dans ses passions, elle est fan de séries de Magical Girl. Et le week-end, elle se cosplay en héroïne, en Magical Girl. Et ce qui est surprenant toujours, c'est de toujours vouloir le cacher. En tout cas, moi, je n'ai jamais caché mes passions. Quitte à ce qu'on se moque de moi, tant pis. Moi non plus, je n'ai pas caché mes passions, à tel point que mes étudiants, mes collègues me disent d'un coup un jour « Oh, je t'ai vu en vidéo YouTube en train d'animer le cosplay des Utopiales à Nantes devant 2000 personnes. » Oui. En train de faire des chroniques manga. Oui, effectivement. Mais je pense que la pression sociale est aussi différente entre la France et le Japon. Ah non, je pense que c'est une question de caractère. Hein. Aussi. Mais ouais, du coup, moi j'ai beaucoup aimé le pitch, le fait que elle aime tellement Polykiwa que voilà, c'est un petit peu son lieu d'évasion, de rêver d'avoir de la magie, de pouvoir aider les autres et jusqu'à incarner un personnage. Pour cela, se faire des amis avec qui faire du cosplay aussi. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, au fil des pages, je me suis dit, c'est presque trop rapide, c'est étrange. J'aurais aimé prendre un peu plus le temps. Parce que c'est vraiment un bon pitch et des bons personnages. Parce que du coup, dans sa propre boîte, à un moment donné, elle tombe sur quelqu'un qui la reconnaît entre sa vie, entre guillemets, réelle de salarié et eh bien, le côté cosplay. Et elle se retrouve finalement à ne pas savoir comment réagir. Mais il s'avère que ce garçon est ultra fan de la série. Ouais, du coup, là, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire comment tu fais pour trouver ton bonheur, sachant que tu es un peu différente, ou tu veux pas rentrer dans le moule de alors on te présente un mariage arrangé et puis bon bah tu vas rentrer là-dedans. Là, elle a un autre parti pris, elle est fan d'une série, elle tombe sur quelqu'un qui est fan lui aussi. Pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Voilà, moi j'ai bien aimé ce pitch. Moi j'ai adoré ce pitch. J'aurais voulu que ça continue un peu plus longtemps là-dessus. Genre comme le premier chapitre, c'était vraiment mignon et ultra.
Et c'est là que Morgane m'a dit « Ah, mais ça se termine en très peu de volumes !» Eh oui, ce n'est que 2 volumes, 10 chapitres, donc forcément, l'histoire va vite. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je trouvais le pitch vraiment super intéressant. Ça me parle totalement, le côté, voilà, la fille, le garçon, ils sont tous les deux fans de séries de Magical Girl. Et puis, ils vivent leur passion. Donc, je trouvais ça top. Mais effectivement, il n'y a plus qu'un tome à découvrir. Du coup, ça fait 2 tomes à savourer. Chaque page, il faut les savourer, quoi. Voilà, démarré en 2018, dans le numéro de mai 2018, si j'ai bonne mémoire, de Cookie. Et puis, le deuxième Tankobon relié est paru en janvier 2020 au Japon. Et puis, paraîtra dans les prochains mois. Oui, très récent. Paraîtra dans les prochains mois en France. Voilà, une série courte qui mérite le détour. Ok, 3e lecture. Là encore, gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Coup de cœur, dis donc. Ouais, les Chroniques d'Asphareo, donc qui est dans un univers de fantastique, une série en 9 tomes qui paraît maintenant aux éditions Akata. Les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Ouais, c'est leur nouvelle collection, enfin plutôt leur nouveau label, sous-label de shoujo manga fantasy. Donc au Japon, ça paraît chez Hakusensha et prépublié dans le magazine Hanato Yume, que j'aime beaucoup. Dont on se souviendra que Hanato Yume, normalement c'est plutôt mon truc, un peu moins le tien. Oui. Mais peut-être que ce titre te fait aimer Hanato Yume au final. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, donc titre original Asphareo no Sobayo Onin. Et donc en français, les Chroniques d'Asphareo. Au début, je me suis dit, pourquoi Chroniques ? Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, ils veulent jouer à fond sur la fantasy en France, pour dire un peu comme les Chroniques des guerres de Lodos. C'est tout de suite ça à quoi ça fait penser. Ouais, mais justement, les guerres de Lodos, c'est parce que c'est guerrier. Et tu pars dans un pitch, comme des jeux de fantasy, de RPG et tout. Alors que là, c'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup plus douce, c'est du Hanato Yume, quoi. Les Chroniques d'Asphareo, du coup, ça m'a fait penser beaucoup à 2 titres de Hanato Yume aussi, qui sont La Princesse et la Bête et Colette Washinu Koto Nishita, qui est un titre qui bizarrement n'est pas traduit en France. Pourtant, c'est un gros succès dans Hanato Yume. 17e tome en cours de parution. Donc voilà. Et en fait, Colette, ça a un gros point commun parce qu'elle est médecin herboriste. Et tu vois, c'est un peu l'époque où pour soigner des personnes, en fait, tu utilises des herbes médicinales. Là, l'héroïne, Bukul, elle fait exactement la même chose. Sauf qu'elle le fait sur un dragon, alors que Colette le fait sur Hadès. Et sinon, le point commun avec la princesse et la bête, c'est que la princesse, dans la princesse et la bête, en fait, elle a un peu aucune raison de vivre. Elle se sent inutile et en fait, elle trouve sa place dans la société en se rendant utile pour le roi. Donc là, c'est exactement la même chose. Elle se rend utile en tant que soigneuse. D'ailleurs, Sobayo Onin, je trouve que le titre japonais, ça fait vraiment plus prendre soin de... t'as d'ailleurs le sous-titre japonais, c'est Chambellan de Asphareo. Je trouve que ça aurait été pas mal comme titre, Chambellan d'Asphareo. Ou la Chambellan, je sais pas trop si on peut l'accorder. Et et du coup, pour moi, c'est vraiment plus... le fait qu'elle va aider ce dragon et par extension ce monde à récupérer une belle vie, quoi. Donc Morgane vient tout juste de tourner une vidéo de chronique dédiée avec énormément de détails. C'est pour ça que du coup, je sais pas si tu vas pouvoir en dire grand chose sans te spoiler toi-même. Non, j'aime l'univers, j'aime la qualité du dessin de cette autrice. C'est super beau, ça me rappelle Alina Tanemura. Ouais, c'est incroyable, les boucles, elle adore faire des cheveux bouclés, elle l'explique, et c'est vraiment sublime la manière dont elle a fait ses dessins. Le dragon aussi est très expressif, très très adapté. Et du coup, j'aime bien cet univers-là. L'autrice, on sent vraiment qu'elle a un potentiel. Donc, je vous laisse découvrir plus en détail ça dans ma chronique. La chronique de Morgane. Ma chronique sur les chroniques d'Asphareo. Ah ouais, tiens, la chronique des chroniques. Après, il y a un truc, par exemple, sur le titre japonais. Ah mince, ah oui, je l'ai mis en déco ici. C'est marrant parce que t'as les noms des personnages ici. Attends, est-ce que j'ai réussi à faire le focus Oh, j'arrive pas, Morgane, tiens. Alors, non, c'est l'arrière.
fait, tu vois, sur la fiche, là, les noms, le nom de l'héroïne, Rukuru, et le nom du dragon, Julius, t'as l'impression un peu, tu sais, t'as un caractère qui est mis en doré. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc intéressant avec les sonorités E. Et d'ailleurs, le U japonais, il tire plus vers le U que vers le OU. C'est entre U et OU. Et le fait qu'en français, ça a été écrit Rucul, R-U-K-U-L, limite, t'as envie, si tu le prononces pas bien, de dire Roucoul. Et là, Roucoul, c'est le Pokémon. Alors, j'avais pas... Mince, alors j'avais pas de vrai Roucoul. J'avais pas Roucoul, le Pokémon pigeon. Mais je me dis, oh là là, j'espère que les gens vont pas prononcer Roucoul, quoi. Parce que sinon... Roucoul, attaque pic-pic. Mais non, ils vont se dire, c'est parce qu'elle aime bien roucouler avec son dragon. Oh non, au secours. Effectivement, c'est le piège. Non, voilà, du coup, c'était le petit point rigolo. Ah oui, moi, je suis un peu étonnée, finalement, d'avoir lu tome 1 et 2 à la suite, presque à la suite, en vrai, dans l'histoire. Anecdote que ça se trouve, j'ai coupé au montage, et puis, du coup, la coupe, elle sera que pour mes membres Sakura d'élite. Ouais, carrément. Sur le moment, j'étais un peu... Effectivement, l'autrice a eu tellement de succès avec son volume unique que eh bien, son éditeur lui a dit eh bien, on va en faire une série potentiellement longue. Et du coup, t'es obligé de partir un petit peu sur quelque chose de différent. Forcément, il faut ouvrir pour pouvoir partir sur une série longue quand t'as clos. Donc, c'est mais c'est marrant du coup, parce que le tome 2 commence, la mangaka, elle dit « Oh, ça faisait longtemps depuis le tome 1 !» Et nous, en France, t'as le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps. Pourquoi ça fait longtemps? Ouais, un an s'est écoulé pour eux au Japon, effectivement, entre le tome 1 et le tome 2, c'est à peu près un an qui se sont écoulés. Ma limite, j'aurais préféré qu'il n'y ait que le tome 1, qu'on le savoure, qu'on l'aime bien, et seulement après qu'on ait le tome 2 pour étendre l'univers. Du coup, voilà, bon, bah... Mais ça reste un très bon titre. Ouais, j'ai hâte de lire la suite. Très bon choix d'Akata. Très bien. Quatrième lecture. Quatrième lecture, une lecture un petit peu magique, plutôt destinée aux enfants, c'est Milia et Mali. Alors, tu m'as pas sorti un des magazines pour enfants qu'on avait? Nous en avons déjà parlé, nous n'avons pas Puchigumi. Ah oui, on n'a pas Puchigumi, mais on a d'autres magazines pour enfants. Enfin bon, bref, du Attention, coup, les magazines je disparais. pour enfants... Ok. C'est Shogakukan, c'est pour ça. On en a pas un qui est tout en couleur? Ah bah ça c'est mieux. Mais oui, on reprend. Du coup, au Japon, ça paraît chez Shogakukan et publié dans le magazine Puchigumi. Donc Puchigumi, il me semble qu'on en avait acheté, mais on les a peut-être pas forcément ramenés en France. Tout à fait. Les magazines pour enfants, donc c'est pas shoujo... plutôt adolescente, mais c'est vraiment petit enfant, petite fille. C'est pas un format relié comme ça avec, tu vois, des pages en noir et blanc, mais c'est plutôt des magazines tout en couleur, comme ça, avec des gommettes, voilà, que tu vas pouvoir coller, faire des petits jeux. T'as plein de petits personnages mignons, et puis tu vas avoir éventuellement une petite histoire. Voilà, par exemple, ici, c'est un manga, un tout petit manga. Là, c'est un peu le même format, quoi. Ça va être, tu vas avoir 4 à 5 pages d'histoire en couleur. Du coup, c'est ce qui tranche un peu avec ce qu'on peut avoir d'autre comme manga. Mais faut bien se dire que voilà, c'est ce style de magazine pour petit enfant. Donc, ça veut dire que au niveau de la narration, ça va être très tranché en toute petite histoirette. Mais il faut vraiment avoir dans l'idée qu'on a ça une fois par mois, je crois, un truc comme ça. Tout à fait, Puchigumi, c'est une fois par mois. Voilà, donc tu as une toute petite histoirette, une petite aventure qui se clôt, et après, voilà, mois par mois, tu retrouves tes personnages, avec une certaine saisonnalité, il va y avoir Noël, il va y avoir la Saint-Valentin et tout, et aussi éventuellement des petits jeux, genre des petits labyrinthes, ou alors des petits... jeux de cette différence ou du coloriage ou alors des trucs pour poser ses gommettes. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit. Donc faut vraiment pas le lire comme une histoire, je sais pas moi, genre comme les chroniques d'Asfareo, mais vraiment quelque chose pour petite fille. Quand t'as ça en tête, tu lis ça, c'est hyper mignon. Et c'est sur notamment un personnage de Disney qui est Marie, qui est hyper populaire au Japon. Tu vas dans un Disney Store, t'as tout le temps plein de goodies Marie. Alors qu'en France,
moi j'ai l'impression, tu te souviens plus trop. Hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, Morgane, t'as aimé? Alors, du coup, effectivement, on se retrouve projeté dans le Paris fantasmé par les Japonais de 1910. C'est beau, on va apprendre la magie dans cet univers-là. C'est la magie, la gourmandise. Voilà. Bon, Paris, c'est bien, hein, c'est super beau, la France des années 50. 1910 1910, pardon. Ouais. Donc, ouais, il y a vraiment... C'est magique, c'est rose, hein. Et puis il y a le côté Magical Girl qui est très mignon. Il n'y a pas d'enjeu dramatique énorme dans cette histoire, c'est très bien dessiné, c'est très joli. L'enjeu c'est de grandir, quoi. L'enjeu voilà. C'est de maîtriser la magie, voilà, de devenir une jeune femme, une jeune fille plutôt. Donc je pense que c'est un bon manga pour quelqu'un qui commence à lire et qui aime bien l'univers de magie et de... Oui, moi je dirais à partir de 6 ans. Ouais. Et clairement, quand tu lis ça au Japon, c'est quand tu commences à lire et que voilà, tu vas pas vouloir rester très longtemps devant une histoire. Ouais, tu vas rester le temps de 4-5 pages et après tu vas te mettre à d'autres jeux, quoi. Donc voilà, bah, c'est en tant que première lecture, c'est vraiment bien. Voilà. Donc, si tu me demandes si j'ai aimé, c'est pas trop mon truc en tant que... Déjà, Hanato Yume, non, c'est pas trop ton truc, alors Petit Gumi, encore moins. En tant que lecteur adulte, par contre, je trouve que c'est très bien. Effectivement, c'est très mignon, c'est en univers safe pour des parents qui cherchent un premier manga à lire à leurs enfants. Donc, c'est très adapté, c'est très bien qu'il y ait aussi ce type de titre qui arrive en France. Qui aime bien l'univers de Disney. Avec un effort notable par rapport à ce qu'on a connu dans les années 80-90, c'est que maintenant, même pour un manga qui vise un public cible très jeune, eh bien, on édite au format japonais. Ouais, mais c'est bien, ça leur apprendra à lire. Moi, je trouve ça très bien, ça montre la diversité et autres. Effectivement, la diversité des sens de lecture. Non, mais du coup, ouais, c'est vraiment très joli, très adapté, donc moi, je le recommande pour des jeunes enfants. Voilà, et donc ça part en France chez Nobi Nobi. Et d'ailleurs, eux, est-ce qu'ils ont mis à partir de quel âge? Ah non. Enfin, moi, je dis à partir de 6 ans, parce que c'est à partir de 6 ans que je lis. Quand tu commences à savoir lire. Ok. Parfait. Donc, maintenant, 5e lecture. Eh bien, nous allons passer à Un petit ami trop parfait, tome 4. On a parlé d'un petit ami trop parfait dans une précédente chronique shoujo. Donc là, ça se poursuit, toujours aux éditions Kana, et donc avec un beau tome 4. Voilà, donc au Japon, ça paraît chez Shueisha et prépublié dans le magazine Margaret, qui est donc à destination de collégiennes, lycéennes. Donc c'est résolument plus mature que Kuchigumi, moins que les premiers titres qu'on a présentés. Enfin voilà, c'est une tranche d'âge intermédiaire, usuellement que Morgane aime beaucoup. Et à partir de ce tome-là, je trouve, le tome 4, c'est le moment où je trouve que le héros a vraiment une grosse évolution. Tu vois, parce que tome 1, 2 et 3, je trouve que ça pose le cadre, le fait qu'il soit hyper possessif, qu'il soit hyper parfait, mais en même temps, c'est peut-être un peu pesant. Et là, il se donne la peine de se demander qu'est-ce que sa petite amie aurait envie pour son anniversaire. Et même si c'est pas forcément son truc, il va faire en sorte d'organiser les choses pour que ça lui plaise à elle. Donc peut-être qu'à partir de là, tu commences à aimer, non? Ben voilà, c'est tout à fait ça. T'as très bien saisi. Dans la précédente fois qu'on avait évoqué ce titre-là, je disais j'étais un peu mal à l'aise avec ce héros très possessif, très contrôlant, et ça me gênait un peu. C'était presque malsain. Alors que là, en fait, oui, il a bien évolué. Et effectivement, on voit par exemple que ça y est, il commence à penser à la fille qu'il aime en cherchant ce qui pourrait lui faire plaisir et en allant jusqu'à discuter avec ses amis pour savoir ce qu'il en est pour organiser son anniversaire. Donc bah là, c'est beaucoup plus agréable comme lecture, beaucoup plus épanouissant, même s'il a toujours un côté un peu j'aime pas que les autres personnes interagissent avec celles que j'aime, mais malgré ça, voilà, il commence à aller au-delà. Et là, je commence à pouvoir comprendre pourquoi ça fait un succès si colossal au Japon, à tel point que c'est très souvent en couverture du magazine de prépublication. C'est vraiment la série, finalement, c'est une des séries phares du magazine actuellement. Donc j'ai trouvé ça vraiment ultra mais tu vois, je trouve que c'est intéressant à la lecture de ce tome 4. Et c'est vraiment ce tome 4 qui, pour moi, est le pivot.
Et oui, ben tu vois, tu prends genre un trait de caractère, potentiellement un gros défaut, et puis tu le travailles, tu le fais évoluer, et je trouve que c'est intéressant. Ouais. Très bien, et maintenant, un petit bonus. Ce n'est pas la 6e lecture, vu qu'en plus, il n'y a que moi qui l'ai lu, mais j'avais envie de dire un tout petit mot sur une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui est donc D'un monde à l'autre de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça parle énormément d'actualité. Par exemple, le fait qu'on est dans un monde qui a subi une pandémie, qui est en plein dedans encore d'ailleurs, dans le Covid-19, le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire politiquement, philosophiquement, vu qu'ils sont deux, chacun dans leur spécialité, je trouvais que c'était vraiment très très intéressant et éclairant comme lecture. Nicolas Hulot, il est beaucoup plus apaisé maintenant, il a pris du recul, il propose toujours des idées pour pouvoir avancer. Et Frédéric Lenoir, c'est intéressant de voir qu'il ne va pas se limiter à la philosophie, justement, vu qu'il discute avec son ami, qui se font un échange l'un et l'autre. Lui aussi va aussi poser des éléments de réflexion sur la souffrance animale, sur ce qu'on pourrait améliorer, sur plusieurs points. C'est pas que sur l'écologie, c'est aussi économiquement, style de vie et tout. Et je trouve ça vraiment bien. J'aimerais presque en dédier une vidéo, juste que les chroniques, en étant toute seule, c'est pas trop ma spécialité, c'est plus le truc de Morgane. Tu pourrais... Ou alors j'aimerais en lire des extraits, juste parce que c'est des passages qui m'ont beaucoup touchée et que je trouve très vrais. Voilà, donc si je le présente comme ça, c'est parce que je l'ai lu, moi, je l'ai pris en livre numérique. Et je l'ai lu sur mon iPad. Mais cela dit, Morgane, tu pourrais le lire sur ton Kindle. Ouais. C'est tout à fait approprié pour le texte. Ah oui, et je peux peut-être montrer un truc marrant, c'est que, en fait, sur Kindle pour iPad, tu as plusieurs présentations. Tu peux avoir une présentation en texte. Et moi, je l'ai mis en coulissant. C'est-à-dire, tu fais que swiper comme si tu lisais une page web. J'ai agrandi les caractères et mis sur fond noir, ce qui fait que, en fait, pour les yeux, c'est très doux, quoi. C'est reposant et très facile à lire. Voilà, donc pour les vendredis lecture, j'aimerais bien montrer parfois certains livres que j'ai lus, et pas forcément que en manga. Et même si on n'est pas tous les deux à l'avoir lu, ça peut être marrant aussi, ça peut te donner des idées de lecture. Mais lui, j'avais déjà dès le départ prévu de le lire. Prévu de le lire, pas encore lu. Pas encore lu. Parce que t'as plein de mangas à lire. Parce que j'ai plein de mangas à lire et puis la période est chargée au niveau boulot. Oui, c'est ça surtout. Voilà, donc un vendredi lecture plein de gros coups de cœur. Hein. Ouais, là ça fait plaisir. Là vraiment on a tout aimé. Franchement, ouais, clairement. Donc voilà. On espère que cette nouvelle vidéo vendredi lecture vous donne des envies d'exploration. Voilà, sachant qu'on tourne cette vidéo le 20 septembre et que je pense qu'elle sera online au moins un mois plus tard. Ah bon? Oui, parce qu'attends, on a beaucoup de vendredi lecture. Oui, c'est vrai. Voilà, donc en tout cas, c'est nos lectures de septembre. Nos lectures de septembre. À ne pas manquer. Beaucoup de bons titres en cette rentrée littéraire 2020. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres qui paraissent à cette époque-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vendredi lecture. Voilà. Donc, beaucoup de nouvelles séries. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les chroniques. Quand c'est vraiment un titre coup de cœur que je veux absolument évoquer plus en détail pour donner des informations sur si jamais vous êtes perdu, dans la barre de description, je mets la playlist vendredi lecture et aussi la playlist chronique manga. Comme ça, vous pouvez retomber sur les chroniques de Morgane. Et dans la fiche, dans le petit i aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des envies de lecture après celle-ci, et aussi ce que vous avez pensé de ces titres si vous les avez lus. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye.